Comment nourrir 8 milliards d'êtres humains? Quelle est la part des personnes qui sont sous-nutries et quelle est son évolution au cours des dernières décennies? Quels sont les facteurs naturels et géopolitiques qui expliquent que certaines populations ne peuvent toujours pas manger à leur faim alors que le monde produit suffisamment de calories pour tous? C'est dans le but de faire un petit tour de la question de l'alimentation et de la sous-nutrition que j'ai contacté Jean-Paul Charvet qui a travaillé toute sa vie sur cette thématique. Je vous laisse en sa compagnie, très bon visionnage. Si on calcule une moyenne mondiale entre les calories produites et disponibles et la population, on peut considérer que l'on a actuellement suffisamment de nourriture pour tout le monde. À partir de 2500 kcal par personne et par jour pour un adulte, c'est considéré comme suffisant. Et la moyenne mondiale, elle est plus élevée, elle est à 2600, 2700 kcal par personne et par jour. Sauf que c'est une moyenne. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont nettement au-dessus et d'autres qui, hélas, pour eux, sont nettement en dessous. D'où la question très actuelle de l'évolution du nombre de personnes qui sont sous-nutries dans le monde. Ce nombre s'était amélioré d'une manière très sensible depuis les années 1980-1990 et on était arrivé en 2000 à environ 800 millions de personnes sous-nutries sur notre planète. Ce chiffre a continué à s'améliorer jusqu'à 2015 et en 2015, il n'y avait plus que moins de 700 millions de personnes sous-nutries. Donc on allait dans la bonne direction. Malheureusement, depuis 2015, le chiffre des sous-nutries est reparti à la hausse et les études entreprises pour cerner cette question très importante donnent des résultats un peu différents. Ceci étant dit, la tendance est bien réelle. On est bien reparti vers un accroissement du nombre de sous-nutries sur notre planète. Et les évaluations évoluent de 690 millions de personnes sous-nutries en ce moment à plus de presque 800 millions, disons 790 millions. D'où la publication que l'on retrouve partout qui dit qu'aujourd'hui il y a 735 millions de personnes sous-nutries dans le monde. Mais en fait, c'est une moyenne mathématique entre les deux extrêmes de 690 à 790 pratiquement. Alors les causes évidemment sont nombreuses de ce phénomène. Les spécialistes, et on peut les suivre sur ce point, ont parfois l'idée de distinguer les famines qu'ils appellent naturelles et les famines qu'ils appellent provoquées, qui sont d'ordre géopolitique. Alors, les famines naturelles, c'est parfois, au moment de la soudure entre deux récoltes, il n'y a pas de stock suffisant pour continuer à nourrir convenablement une population. J'oserais dire, c'est de toute éternité qu'on a assisté à ce phénomène. Quant aux autres, ils existaient déjà jadis, les famines géopolitiques, mais aujourd'hui, elles sont de plus en plus nombreuses. Et de mon point de vue, ce sont plutôt celles-ci qui l'emportent, c'est-à-dire qu'il y a des conflits à l'intérieur d'un État ou entre États voisins qui amènent à affamer des populations. Dans les pays riches, en Europe, en Amérique du Nord, il y a encore des personnes qui sont sous-nutries. Les Restos du Cœur soulignent ce phénomène. C'est quelques pourcents de la population. Alors si on sort des pays riches et que l'on va vers les pays en développement, il y a une grande différence entre l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine. En Amérique latine, bien entendu, les populations sous-nutries sont encore relativement nombreuses, mais les latino-américains, à l'échelle de la population mondiale, sont finalement pas très nombreux. C'est une partie assez limitée de la population mondiale. Et comme ils disposent de vastes territoires agricoles, des pays comme l'Argentine et le Brésil ont pu devenir
les grands exportateurs mondiaux de produits alimentaires et agricoles. Donc là, le problème pour ce pays, c'est le problème de la répartition sociale des bénéfices de ces exportations. D'une manière significative, au Brésil, il y a deux politiques agricoles, celle des exportateurs, des très grandes entreprises exportatrices, et puis celle des petits producteurs locaux. Il y a deux politiques agricoles. On retrouve la même chose au Maroc, d'ailleurs, d'une manière intéressante. Alors, ensuite, l'Asie, dans la lutte contre la faim et contre la sous-nutrition des populations, a beaucoup progressé, mais d'une manière différenciée. C'est-à-dire qu'en Inde, la situation s'est un peu améliorée, mais un peu seulement. Il n'y a pas eu d'énormes changements. Il y a encore beaucoup de sous-nutris. L'Inde, c'est quand même un des pôles majeurs de la planète pour la sous-nutrition. En revanche, la Chine, elle, a remarquablement réussi sa lutte contre la faim. Les Chinois, depuis les réformes qu'ils ont entreprises dans les années 1980, ont réussi à sortir de la famine plus de 150 millions de personnes, ce qui est considérable. Alors ça s'est accompagné, évidemment, souvent d'un exode rural gigantesque, tel qu'on n'en avait jamais connu sur la planète, allant depuis certaines régions intérieures de la Chine très pauvres vers les villes du littoral où se sont développées, où ont été développées les industries exportatrices vers l'Europe, vers les États-Unis, vers le monde. Donc la Chine s'en est beaucoup mieux sortie. Un pays aussi qui s'en est bien sorti, mais je ne vais pas pouvoir détailler, c'est le Vietnam. À partir du moment où on a dépassé le système communiste, le pays s'est développé sur le plan de la production agricole d'une manière tout à fait impressionnante. Alors en revanche, il y a un continent où les choses se passent nettement moins bien, c'est l'Afrique. L'Afrique voit son nombre de populations sous-nutries augmenter. Et l'augmentation ne date pas de 2015, elle date d'avant. Alors, les explications, évidemment, sont nombreuses. Effectivement, il est certain que les guerres locales y sont pour quelque chose. Mais une différence fondamentale avec l'Asie, c'est que si les Asiatiques ont une agriculture fondée sur la maîtrise de l'eau depuis des millénaires, la riziculture, l'Afrique a très peu de riziculture, a très peu de maîtrise de l'eau. Il y en a, mais pas beaucoup. Et donc, l'agriculture africaine, c'est une agriculture que je vais dire en sec ou sous pluie, c'est-à-dire sans irrigation. Et c'est une agriculture, effectivement, qui est assez peu productive, avec des rendements qui sont par hectare peut-être parfois 5 à 10 fois inférieurs à ceux qu'on peut obtenir en Asie. Et la maîtrise de l'eau a favorisé grandement ce qu'on a appelé en Asie d'ailleurs, qu'on a appelé dans le monde, la révolution verte, c'est-à-dire l'utilisation de semences sélectionnées, plus productives, et donc avec des productions par hectare cultivées beaucoup plus importantes. Avec aussi, bien entendu, des engrais, des produits de traitement, ce qui fait que l'environnement a été et demeure souvent malmené, d'où les études actuelles qui portent sur ce qu'on appelle une révolution doublement verte, c'est-à-dire qu'il soit verte dans le sens de l'accroissement de la production, mais aussi dans le sens de la protection de l'environnement. Et la grande différence entre l'Afrique et l'Asie, c'est quand même, de mon point de vue, la maîtrise de l'eau, même si ce que je viens de dire est très schématique. C'est quand même une donnée qui me semble tout à fait fondamentale. Outre les problèmes de gouvernance des populations qui sont différents en Asie et en Afrique, du point de vue de l'organisation des États, de l'organisation des campagnes d'ailleurs, de l'encadrement des campagnes, des services dont disposent les ruraux. Pour moi, mais c'est un point de vue personnel, ce que j'appelle les techniques d'encadrement des populations ont un rôle sans doute plus important que les techniques de production elles-mêmes. Alors, disons qu'il y a 3 mécanismes qui jouent en même temps. Le premier mécanisme, c'est ce qu'on appelle la transition alimentaire. C'est le fait d'une population qui, au départ, consomme surtout des végétaux, essentiellement des végétaux, des céréales, des légumes. Et ces populations passent progressivement, lorsqu'elles s'enrichissent, à des régimes alimentaires comportant davantage de protéines d'origine animale.
Les populations, ces populations, c'est l'exemple de la Chine, on le voit très bien d'ailleurs. Jadis, c'était surtout du riz. Aujourd'hui, ils consomment de plus en plus de poulet, de plus en plus de porc, et même de plus en plus, mais dans des proportions moindres, de viande bovine. Alors, quelle est l'importance sur la demande alimentaire mondiale? C'est que pour produire 1 kg de viande de poulet, il faut un peu moins de 2 kg de céréales. Pour produire 1 kg de viande de porc, il faut entre 1,5 et 4 kg de céréales et de graines oléagineuses en même temps, hein, parce que la ration alimentaire est plus complexe. Et aux États-Unis, pour produire de la viande bovine dans les grands feedlots du Piémont des Rocheuses, là, il faut compter sur 7 à 8 kg de céréales et de graines pour obtenir 1 kg de viande bovine. À partir de là, vous voyez bien qu'un des moteurs essentiels de la demande alimentaire, de la demande de céréales mondiale, c'est la consommation indirecte par les animaux, avec les coefficients qu'on retrouve d'ailleurs, que je viens de donner, qu'on retrouve au supermarché dans le prix de la viande. Alors en outre, mais là je n'ai pas le temps d'en parler, il y a aussi la partie des céréales qui est consommée pour la production de biocarburants. Mais c'est très important aux États-Unis, très très important. Deuxième facteur qui est quand même corrélé, relié disons, au premier, c'est la progression de l'urbanisation. Parce qu'effectivement, le paysan qui quitte sa campagne et qui arrive en ville, même s'il n'est pas très riche, il va changer d'habitude alimentaire, très vite. Alors, ce qu'on peut dire sur l'urbanisation des populations, c'est que dans les années 1950, il y avait moins de 20% de la population mondiale qui vivait dans des villes. Puis, le phénomène s'est développé très rapidement depuis les années 1950, et en 2010, on est arrivé à 50% de la population de la planète qui était en ville. Et actuellement, nous sommes en 2023-24, c'est 56% de la population mondiale qui est urbaine. Bientôt, ça sera 60%. Et alors ça, effectivement, les villes, ces villes qui sont souvent aujourd'hui, surtout dans les pays en développement, mais même dans les pays riches, des villes géantes, qui ont parfois 10 millions d'habitants ou plus, parfois dans certains cas, ces villes consomment énormément de produits alimentaires. Et ce qui est remarquable aussi, parce que ça pose un problème d'approvisionnement, c'est qu'elles sont assez souvent, pas toujours bien sûr, à proximité des côtes, dans des ports, hein, par exemple en Afrique. Et donc, il est assez aisé de leur apporter de la nourriture à partir du commerce international, du riz, du blé, du maïs même dans certains cas. Et donc les gouvernements, certains au moins, ont tendance à compter plutôt là-dessus que sur le développement des agricultures locales. C'est un choix politique qui est le leur, mais du coup les agricultures locales sont plutôt concurrencées par ces importations à des prix plutôt modérés, en général, sauf quand il y a une envolée évidemment des prix. Et alors, c'est quand même un choix qui comporte un certain danger, parce que lorsque le cours mondial s'envole, le cours mondial des céréales s'envole, comme ça a été le cas en 2008-2009, ou comme ça a été le cas très récemment en 2022, suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les cours mondiaux s'envolent. Et alors là, il y a des difficultés pour nourrir les populations urbaines. Et c'est un problème pour les gouvernements locaux, parce qu'ils risquent d'avoir, il y en a eu d'ailleurs, des émeutes de la faim. Donc un des problèmes, c'est d'éviter les émeutes de la faim. C'est un problème qui n'est pas facile à gérer, compte tenu de l'ampleur prise par ces développements urbains. Puis alors, le troisième facteur d'accroissement de la demande alimentaire mondiale, c'est bien entendu la démographie. Alors, dans les pays riches, non. Dans les pays riches, la population européenne, elle est quasi stable. Celle de Russie diminue. Aux États-Unis, la population augmente, mais pas dans des proportions considérables. En revanche, dans les pays en développement et dans certains pays émergents, la croissance de la population est considérable. Alors, à l'échelle de la planète, en 1960, il y avait 3 milliards d'habitants sur la planète. Bon, aujourd'hui, nous sommes en 2023-24, 8 milliards.
Donc vous voyez qu'on est passé de... On a gagné 5 milliards de consommateurs en plus. Donc là, c'est un défi considérable à surmonter. Et j'ai évoqué tout à l'heure le cas de l'Inde en disant que la situation alimentaire s'y était, disons, en gros maintenue, mais ne s'était pas beaucoup améliorée, alors que l'Inde est devenue plus peuplée que la Chine. Donc l'Inde, c'est un des points de faiblesse majeur dans le système alimentaire mondial. Mais l'autre point de faiblesse majeur, c'est l'Afrique. C'est-à-dire en Afrique du Nord et au Proche-Orient. Et là, les problèmes alimentaires sont de plus en plus aigus, de plus en plus sensibles. Et ils risquent de l'être encore plus dans les années qui viennent, dans la mesure où ces régions sont parmi les principales victimes du réchauffement climatique. C'est là où les experts du GIEC nous disent que les plus menacés par le réchauffement climatique, elles sont là, au sud de la Méditerranée et à l'est de la Méditerranée.